et messieurs, bonjour. Benoît David, 53 ans, économiste, est aujourd'hui notre invité sur ce plateau à la direction générale d'une société spécialisée dans la formation et le training. Il est aujourd'hui, selon ses propres termes, entraîneur. Son entraînement peut s'adresser à tous les publics, du président d'une société aux ouvriers, en passant par les évêques. Il les entraîne à travailler sur leur qualité personnelle, à développer leur maîtrise de soi pour développer un regard positif sur la vie. Il s'agit, dit-il, de trouver chez l'homme ses qualités pour les mettre en valeur. Entre communication et communion, le parcours d'un homme de conviction relaté dans ce livre, Antoine, où la vie appartient à celui qui l'apprend, avec ce jeu de mots concernant l'apprend. Pour mieux connaître aujourd'hui notre invité, voyez tout de suite ce reportage. Il est signé Lucille Bélanger. Paris, 6 h du matin. Benoît David est en route pour une journée d'entraînement. S'il commence au petit jour, ce n'est pas un hasard. Si un participant, à un moment ou à un autre, est mal à l'aise, envoie une vacherie, moi, une vacherie, si je me lève à 5h moins 20, quand elle tombe à 10h, j'ai largement du temps de récupérer par rapport à quelqu'un qui se serait levé 2 heures auparavant, qui aurait couru, qui aurait trépidé. Là, vous voyez, il est 6h15 et les gens vont arriver dans plus de 2 heures, donc on a largement le temps. Et pourtant, un véritable marathon commence. Ce matin, Benoît a organisé son entraînement au Pré-Catelan, un lieu prestigieux de la capitale. Merci beaucoup. Alors on est à le nôtre, hein? Oui, je vais Il va accueillir 8 jeunes âgés de 25 à 35 ans, travaillant dans la même société. Pour que chacun se sente bien, il règle les derniers détails avant leur arrivée. Ils ne peuvent pas s'imaginer que quelqu'un passe autant de temps à faire ça, ce qui pourrait presque donner de la maniaquerie. Un rituel nécessaire au bon déroulement de son entraînement. C'est pour que tout soit bien préparé, que les gens se sentent accueillis. C'est exactement, je prends la nuance de quelqu'un qui sonne, qui va dîner chez des amis, et la personne qui ouvre la porte dit « Ah, c'est vous déjà ?» Et il a manqué quelque chose. 8h30 précise, les convives arrivent. Bonjour David. Au menu, une série d'exercices, de lectures et de jeux de rôle. Pas de recette miracle, simplement prendre le temps d'échanger et de s'écouter. Je me réjouis de vous accueillir. C'est notre dernier entraînement, 7e rencontre. Entraînement qui s'appelle de la confiance en soi. Cette capacité à sortir de soi pour aller prendre une information, la faire revenir en soi et faire ou opérer une transformation. C'est bien ce qu'on fait d'ailleurs. Puisqu'on est dans un entraînement de communication, au mot le plus large qui soit, il y a un entraînement de communion, c'est-à-dire de faire ensemble, de faire avec, pour que les gens se retrouvent. Et des mots comme mouvement, foi, communion, et puis bien évidemment l'idée de se réjouir, sont des mots qu'on peut trouver dans une culture religieuse, catholique, chrétienne, mais qu'on trouve dans toutes les cultures. Le métier d'entraîneur, c'est un métier qui doit faire preuve à la fois d'un équilibre extrêmement raffiné entre, d'un côté, une très grande assurance de soi et de conviction profonde pour faire passer des messages simples, et une très profonde humilité. Quand l'homme est dans une dynamique de soumission, il se fait mal. Il se fait mal. Alors que, quand il est dans une dynamique d'action, il prend du plaisir. Et c'est bien une notion, on a souvent parlé du plaisir. C'est important de pouvoir prendre du plaisir à faire ce qu'on fait. Eh bien, mes chers amis, je suis très heureux d'accueillir chacune et chacun pour écouter comment il et elle s'est mis en mouvement. Prendre du recul dans le marathon de la vie est indispensable pour bien vivre sa vie. Et comment faire? J'essaie de me ménager des plages de réflexion afin d'améliorer, de rectifier, même mes orientations et en profiter pleinement. On sent qu'à l'intérieur d'elle-même, il y a quelque chose qui est passé. En fait, c'est toujours le début où j'ai du mal et après ça va mieux, je commence un peu mieux à me sentir à l'aise. En fait, c'est la première ou deuxième minute où... Quelqu'un parle 3 minutes, c'est les 15 secondes qui... Au bout de 15 secondes, on sait si on est avec, en communion, en communication avec les gens ou pas. Tanguy, Benjamin, Clémence, Émilie et les autres sont financiers, commerciaux ou informaticiens. Tous profitent de cette dernière journée pour tirer un bilan de leur expérience avec Benoît. C'est vrai qu'il y a une phrase aussi que j'aime beaucoup, c'est porter un regard positif sur la vie, c'est se créer un environnement plus agréable. Donc c'est vrai que dans le métier, c'est essentiel et c'est ce dont je suis peut-être le plus fier aujourd'hui à travers cette formation. Il y a un travail d'accouchement
qui fait que les gens vont sortir d'eux, vont accepter de regarder autrement les choses, vont revenir en eux, et finalement vont donner le meilleur d'eux-mêmes à ce moment-là. Et c'est ça qui est important. J'ai souvent tendance à parler plus de mes défaites plutôt que de mes réussites. C'est vrai que j'aurais plutôt tendance à dire, voilà, je ne sais pas ce qui m'est arrivé il y a 3 jours, il y a un client, il a posé 3 questions, j'ai rien compris. Donc tout cet entraînement, bien sûr, l'objectif c'est d'être sûr de soi. Et je pense avoir extrêmement progressé depuis le premier jour. Puis même Stéphane me disait, c'est marrant, quand je t'entends parler, on a l'impression de retrouver Benoît David. Alors au passage, je lance quelques fleurs. Et donc je vous invite écoutez, à en faire autant, à faire un petit état de ce que vous avez fait, les points positifs, les points négatifs pour avancer dans ce sens-là. Il va au fond rechercher quelque chose d'important qu'il veut faire partager. C'est un beau point, hein? C'est un des éléments du rayonnement personnel. Donc en fait, c'est quoi? C'est quand on dit quelque chose, qu'est-ce qu'on doit savoir faire en le disant? Y croire. C'est tout. L'entraîneur que je suis, le coach que je suis, pour prendre des expressions d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va accompagner un homme pour le faire révéler, lui faire révéler ses qualités, pour voir les points sur lesquels il peut travailler en s'améliorant, et puis pour transcender un type qui va se mettre debout. Et c'est ça l'idée de l'entraînement. Je vous propose de revenir sur l'idée du temps. Tu as participé à une réunion qui n'a servi à rien et que tu as perdu du temps. En définitive, on aborde des sujets qui peuvent paraître simples, voire simplistes, banals, mais qui en définitive sont les vraies valeurs en fait, de la vie au quotidien avec sa famille et sa vie professionnelle. Un soir, alors qu'un cadre dirigeant vient d'apprendre qu'il va être licencié, parle avec un de ses collègues et dit « En plus, dans tout cela, je n'ai pas vu grandir mes enfants. » Phrase ignoble, monsieur. Ignoble, insoutenable. Alors qu'elle est communément dite. On est dans un cadre aussi un petit peu exceptionnel qui fait qu'on est en retrait de la vie du monde du travail. Et c'est vrai qu'on réfléchit sur ce qu'on est, comment mieux vivre au jour le jour. Comment je peux éviter de subir? Et aujourd'hui, il y a des gens qui subissent par mauvaise organisation du temps de l'autre. C'est des choses simples, mais auxquelles en fait on ne pense pas parce que ça nous paraît peut-être trop simple. Si tu ne connais pas le port où tu veux te diriger en prenant notre ami Sénèque, aucun vent ne te sera favorable. On a aujourd'hui des gens qui gouvernent leur vie, de mon point de vue, exactement comme quelqu'un qui arriverait à un guichet dans une gare, il sort un billet de 20 € et il dit au guichetier, tenez, madame, donnez-moi pour 20 €. Et qu'est-ce que fait le guichetier de la gare? Normalement, s'il est sain et raisonnable, vous allez où? Vous voulez aller où, monsieur? Est-ce qu'on est clair? Il y a des gens qui ne savent pas où ils vont. En fait, c'est le temps qui les gouverne. Salut Benjamin, il faut absolument que je vous vois. Écoutez, sans souci, c'est à quel sujet? Ah, comment, mon ami? Est-ce qu'on est clair? C'est à quel sujet? Vous êtes aimé? Pas du tout. Ah bon, un geste d'amitié. C'est à quel sujet? Eh oui, si tu ne poses pas la question, le philosophe va dire, vas-y, je bouffe ton temps. C'est comme ça qu'il y a des gens qui se bouffent leur temps, ils sont malades. Je vous invite à porter un regard positif, continuez. C'est difficile, c'est d'arrache-pied. Continuez, hein. Chacun a progressé. Et aujourd'hui, on voit globalement que les gens parlent mieux en public, ont une meilleure confiance en eux, sont plus heureux de s'intéresser d'abord à ce qui va bien et ont un contrôle de soi qui n'a aucun rapport avec la première journée. Avenue des Champs-Élysées, des centaines de marques et d'entreprises. Christophe Debacker occupe un poste de direction au siège d'une grande banque. Il a suivi il y a plusieurs années l'entraînement de Benoît et en retire toujours les bénéfices. Il n'y a pas une journée qui se passe sans que je ne pense pas à certains éléments que j'ai abordés, que j'ai appris dans le cadre de ces entraînements. Ce que Benoît m'a appris avant tout, c'est ça. C'est dans un quelconque échange, c'est toujours penser avant tout à se mettre à la place de l'autre. Aborder ces sujets-là à n'importe quel âge et à n'importe quel moment de sa carrière, c'est une chance. Pas très loin de là, nous retrouvons Émilie, Clémence et les autres sur leur lieu de travail pour recueillir leurs impressions
quelques jours après la fin de l'entraînement. Avant de commencer ce stage, j'étais assez sceptique. Donc finalement, ça a permis de consolider certains points, comme avoir confiance en soi, savoir communiquer, aborder des clients un peu difficiles, enfin ce genre de choses. Didier est le directeur de cette entreprise. En guise de bienvenue, il offre à tous ses nouveaux collègues l'entraînement de Benoît pour leur donner la chance de s'ouvrir sur d'autres horizons. C'est arrivé un moment dans ma vie où j'avais assez peu pensé au sens de la vie. Et cet entraînement, plus le fait d'avoir peut-être 35 ans, plus le fait d'être responsable d'une entreprise ou d'une famille, tout ça a fait que c'est arrivé à un moment où j'ai beaucoup plus réfléchi au sens de la vie qu'à une époque précédente. Dans ce sens, c'est un début de spiritualité. Ça m'a fait découvrir quelques phrases du Nouveau Testament avec des repères sur comment déplacer les montagnes. Enfin, ça a ouvert ma vision de l'autre. Il y a un avant Benoît et un après Benoît. Ce qui reste de Benoît, c'est non seulement cet entraînement qui nous aide tous, mais ça m'a sûrement le plus apporté dans ma vie de père et ma manière d'écouter et de parler à mes enfants. Le coaching n'est pas seulement réservé aux dirigeants d'entreprise. Monseigneur Le Gall, évêque de Mende, contacte Benoît et accepte avec d'autres évêques de tenter l'expérience. J'appréhendais un petit peu pour lui-même et pour les autres évêques comment ils allaient recevoir ça. Et en effet, on arrivait là en se demandant à quelle sauce on allait être mangé. Et en effet, il a commencé à parler comme il sait le faire, en homme de communication. Puis il nous a invités, ce qui était prévu dans le programme, à présenter pendant 2 minutes simplement le sujet qui nous intéressait, n'importe lequel. On est ressorti avec ce gain un peu inattendu de savoir qu'on se connaissait mieux. Ce qui est extraordinaire déjà. Il y a eu une déchristianisation de l'Europe depuis ces 25 dernières années à peu près. C'est pas par hasard. Et si les gens sont partis, c'est pas par hasard. Il faut que l'Église se pose des questions. Pourquoi ? Pour quelle raison ? Il insiste beaucoup sur le fait comment se mettre, comment arriver avec une tenue, c'est sinon recherchée, mais une tenue sobre, nette, etc. Le comportement, les gestes, la façon de s'exprimer, la façon de s'habiller, tout ça, ça intervient. Or, on a peut-être tendance à l'oublier. Quelqu'un fait une homélie et qui ne regarde pas les gens et qui lit un papier, aujourd'hui on ne peut plus se permettre de faire ça. Alors je ne dis pas qu'il faudrait qu'un curé de paroisse ait un prompteur, enfin il faudrait qu'il soit en communion. Et donc ça veut dire que l'épiscopat doit se préoccuper dans la formation des prêtres, que ces gens-là soient des gens solides, qui puissent communiquer. Et moi quelque part, ma mission d'homme, c'est de considérer que ça s'apprend. Il y a un juste milieu à trouver. Je ne pense pas qu'il faille que tous les évêques passent leur temps avec un coach, mais qu'ils passent de temps en temps des moments privilégiés avec un coach, comme on l'appelle maintenant, pour essayer d'être de meilleurs communicants. C'est tant mieux. Même si les évêques sont encore un peu réservés, les coachs pour hommes d'église pourraient bien se multiplier. Et oui, l'Église, visiblement, a vraiment besoin de communiquer. C'est votre sentiment ? Moi, je pense qu'il l'a bien dit d'ailleurs, le Père Le Gall. Je pense qu'il ne s'agit pas de mettre un coach, un entraîneur avec tous les évêques et les curés de paroisse. Il s'agit simplement de montrer que la qualité de l'accueil passe par des qualités simples de comportement, le regard, le sourire, l'attention à l'autre. Et si on n'a pas été préparé à cela, il faut le faire. Et ça s'apprend. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, ça s'apprend. Ouais. Et je pense que l'Église peut aujourd'hui réfléchir plus qu'à une théorie, à faire que les choses soient simples pour que les gens aient envie de venir. Parce que ce qui est très marquant ici à KTO, on reçoit énormément d'hommes d'église, ce sont des gens très, très charismatiques, qui ont en eux énormément de qualités, mais qui ont parfois, c'est vrai, un peu de mal à les révéler auprès du grand public. Hein. C'est vrai. Moi, je partage votre vision. Je crois que c'est... Est-ce que c'est pas... On prend le mot du pape. Est-ce que ces gens n'ont pas peur ? C'est-à-dire qu'en fait, quand l'homme est bien, à partir du moment où il est bien, il va s'exprimer simplement. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Donc, il va le faire librement. Et la liberté est quand même quelque chose, une des valeurs les plus profondes de l'équilibre de l'être. Donc, je pense que dans les gens que vous recevez, très charismatiques et profonds et attachés, parfois, il y a certaines réserves. Et au contraire, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils sortent de leurs réserves, qu'ils soient créatifs, qu'ils disent les choses simplement. À mes yeux, je crois que c'est l'époque. On est arrivé à une époque où il faut pouvoir dire des choses simplement et sans prosélytisme aucun. Faire en sorte que les gens se disent, tiens, j'irais bien rejoindre cette personne, j'irais bien rejoindre cette équipe, j'irais bien rejoindre. Pourquoi ?
Ouais. Parce qu'il se passe quelque chose. Mais ils peuvent se montrer également réservés par rapport aux méthodes que vous employez. C'est pas forcément évident pour eux de rentrer dans ce système-là. Oui. Bon, moi, j'ai pas eu l'occasion de faire une présentation à la conférence des évêques sur la manière de travailler l'entraînement. Cela dit, il y a peu de méthodes. Vous savez, moi, je fais des choses très très simples. C'est l'idée, on le voit bien dans cet excellent reportage que vous venez de présenter, il faut un moment que la personne se sente bien avec elle-même. Et quand on dit à quelqu'un « Pourquoi t'es nul ?», à mon avis, il réagit moins bien que si on lui dit « Tiens, qu'est-ce que tu as de bien chez toi ?» Et si demain, on regarde l'ensemble des gens qui sont dans l'épiscopat, et on prend chaque évêque, qui a fait un très beau parcours, chacun dans son comportement, sa manière d'être, et on regarde d'abord le point où il est bon, et puis en fonction de ça, de voir, en termes de communication bien sûr, voir le point sur lequel il peut travailler, il peut s'améliorer. Il n'y a pas de raison, c'est pas de la méthode, c'est du comportement, il n'y a pas de raison qu'il refuse ça, a priori. Mais est-ce que dans la communication, il n'y a pas un caractère un peu artificiel qui peut éloigner précisément les évêques de cette notion-là, les prêtres en règle générale? Bien sûr qu'il y a un côté artificiel, mais en tout cas, c'est pas mon métier. Moi, je suis pas venu d'ailleurs ici, grâce à vous, pour parler de l'artificiel. Pas du tout. Au contraire, il y a un côté naturel chez l'homme. Je prends un exemple tout simple. Une petite fille assiste à un mariage, elle a 3 ans et demi. On lui dit, ma chérie, tu voudrais pas chanter une chanson? La petite fille s'illumine. On la prend, on la met sur une table, et elle se met à chanter. 3 ans après, on lui dit, dis donc, tu te souviens, au mariage de Laurent et Caroline, tu te souviens? Eh bien, tu veux chanter une jolie chanson. Tu la referais aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'elle fait? Tout de suite, non. C'est-à-dire que dans ces 3 années qui sont passées, entre 3 ans et demi et 7 ans et demi, là, il s'est fait une espèce de forger, en fait, les grandes lignes de son comportement et de son caractère. Et là, elle a perçu le regard de l'autre. À 3 ans et demi, il n'y a pas de regard de l'autre. Et à 7 ans, il y a le regard de l'autre qui va durer toute sa vie. Et l'équilibre de l'être, c'est justement savoir qu'il existe et puis savoir le mettre de côté. Et donc, le côté non réaliste, technique, manipulateur, c'est quand on va constamment jongler là-dessus. Mais quand on est libre avec soi-même, il n'y a pas de raison. Il n'y a de mon point de vue aucune raison. Donc si je vous comprends bien, en fait, tout votre travail consiste à retrouver un peu l'origine de son être. Moi, je suis convaincu. Les premières années de son existence. Moi, je suis absolument convaincu. Ce que vous dites très bien, c'est juste. Pourquoi? Vous savez, je prends encore un exemple. Un gamin, il est en train, dans la salle de bain, en train de chanter. Je dis un gamin est chez lui, donc ça peut être ailleurs. Et il y a quelqu'un qui dit arrête, tu chantes faux. À 5 ans ou à 6 ans, mais même à 7, qu'est-ce qu'il fait? On lui dit qu'il chante faux. Soit il est très fort et qu'il va continuer de chanter. Soit, 90%, il va s'arrêter de chanter. Puis un jour, il va devenir adulte, et puis il y a quelqu'un qui va dire « Dis donc, c'est marrant, je t'ai entendu chanter l'autre soir. Tu chantes vachement bien. » Et à ce moment-là, il va s'illuminer. Il va dire « Mais c'est marrant, on me dit que je chante bien. » C'est-à-dire que toutes ces années, quelque part, il les a perdues. Donc ça veut dire que, à la limite, si on dit à quelqu'un, à un moment, là où il est bon, et il a conscience d'être bon. Il ne s'agit pas de manipuler, on est dans une ère de manipulation. C'est vraiment le mot très prononcé, que ce soit dans les médias ou ailleurs. Non, il s'agit simplement que l'homme se retrouve, vous l'avez dit, se retrouve lui-même, et puis est conscient de ce qu'il est. Mais vous ne pensez pas qu'à travers certaines de ces méthodes, justement, il y a des risques de manipulation, précisément? On les a dénoncés il y a quelques années, notamment chez les psychothérapeutes. Un métier qui maintenant n'est plus reconnu officiellement. Justement, il y a des limites à cela. Bien sûr qu'il y a des limites. Vous savez, moi, je ne sais pas un mot... Tiens, je prends un exemple politique, vous me permettez? Quand Lionel Jospin est arrivé au pouvoir, avec le comportement qui est le sien, il a parlé de la méthode. On connaît la suite. La méthode n'est rien s'il n'y a pas l'âme. La méthode n'est rien. Alors, ne faites pas dire que Jospin n'avait pas d'âme. Là n'est pas la question. C'est-à-dire que la méthode, elle est rien. Elle est rien s'il n'y a pas derrière quelque chose qui transcende l'individu, quelque chose qui l'illumine, quelque chose qui le fait grandir. Vous avez dit ce point très important du regard positif, dont j'imagine on reparlera tout à l'heure. Ce qui veut dire que la méthode, c'est une méthode. Et que la force de l'être, c'est qu'il dépasse la méthode et qu'il le fasse avec lui-même. C'est le gamin, on lui dit tu ranges ton vélo, la méthode c'est de le ranger dans le garage. Et puis le jour il le fait spontanément, il est heureux de le ranger, c'est plus la méthode, c'est qu'il le fait. Et c'est le passage au mouvement, c'est l'action. Ouais. Ce qui est très étonnant dans le reportage, c'est dit à 2 reprises, 2 fois par des gens très différents, au profil différent, c'est il y a un avant Benoît et un après Benoît. Comme quoi ce sont des méthodes aujourd'hui qui marchent quand même concrètement.
Bon, moi, je suis touché, ça a été dit un moment dans le reportage, pour un métier comme le mien, il faut à la fois une très très profonde humilité et puis une très grande force de conviction. Et c'est tout l'équilibre. Faut faire extrêmement attention. Moi, je suis touché par ce qu'ils ont dit, c'est clair. C'est sûr que si quelqu'un nous renvoie une image, grâce à une bonne question, qu'est-ce qui vous plaît chez vous? Et si la personne dit, bah, écoutez, moi je sais pas, je dis, regardez, qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous avez bien fait par le passé? Comment vous avez bien agi sur cette réunion ou cette manière d'accueillir l'autre jour quelqu'un? Et la personne se dit, ah oui, finalement c'est vrai, j'ai ça de bien. Ici, c'est pas une méthode. Le fait de lui faire dire, c'est peut-être une méthode, parce que c'est la langue française, c'est la bonne question, c'est le bon moment, ça c'est clair. Mais après, c'est plus de la méthode, il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. En tout cas, quelle force faut-il avoir en soi pour permettre de faire révéler chez l'autre précisément toutes ces qualités qu'il a intrinsèquement, mais qu'il a du mal à révéler? C'est juste. C'est juste sur la dernière partie de votre phrase. Après, est-ce que j'ai une chance inouïe, une grâce? C'est quelque chose de très important. Il faut que la personne se sente bien. Vous avez vu, dans le reportage, le journaliste a bien mis en avant l'accueil. L'accueil est quelque chose de capital à mes yeux. Oui. On a besoin d'aimer les autres. Oui. Moi, je crois. C'est la phrase clé, en fait. Hein. Oui. Et il m'arrive parfois avec des dirigeants d'entreprise, au plus haut niveau de l'entreprise, et de leur dire, en fait, notre entraînement, qui s'appelle l'entraînement qu'on peut évoquer, qui s'appelle être et diriger, je leur dis, oh, finalement, on pourrait barrer ces deux mots, et on pourrait marquer aimer. Et à ce moment-là, je dis jamais ça en première journée, je dis au bout de plusieurs mois où on s'est rencontrés. Et beaucoup, à un moment ou à un autre, me disent, finalement, tu as raison. C'est qu'on ne nous apprend pas à faire ça. Dans le fond, c'est aussi ça. Donc, commencer par soi. Ouais. Bien sûr, c'est fondamental, c'est foncier, c'est prégnant. Et une fois que l'homme a découvert ça, il avance. Mais comment expliquer précisément chez l'autre ce manque de confiance en soi, en lui-même? Je crois que l'homme est aussi un animal domestique. Donc il a appris qu'il fallait vivre dans le monde et qu'il fallait faire avec le monde. Moi, je crois qu'il y a un message, on en a parlé dans la préparation de l'émission. Moi, j'ai été marqué par un message fantastique des stoïciens du début de l'ère chrétienne. Et l'un d'entre eux, qui s'appelle Épictète, dit, d'une manière extrêmement simple, rapporté d'ailleurs par quelqu'un qui a écrit pour lui, il dit, tu sais, dans ta vie, il faut que tu distingues deux choses. Les choses qui dépendent de toi et les choses qui n'en dépendent pas. Et ensuite, une fois que tu as distingué ça, il faut que tu agisses sur les choses qui dépendent de toi. Quand l'homme a compris, de mon point de vue, que cette philosophie, cette sagesse, peut devenir un rituel dans sa vie, il est évident qu'il travaillera, il s'entraînera justement à voir ce qu'il y a de bien chez lui. Et s'il sait le faire avec lui, il le fera avec les autres. Alors prenons un exemple concret précisément. C'est ça qui est sublime, monsieur. Parce que vous dites effectivement, et c'est relaté dans votre livre, hein, chaque fois que tu agis sur un domaine qui ne dépend pas de toi, dites-vous dans le livre, tu te blesses. Ouais. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui dépend de nous et qu'est-ce qui ne dépend pas de nous? Moi, écoutez, dans les relations qu'on peut avoir au quotidien avec quelqu'un. Je crois que beaucoup de choses dépendent de soi. En fait, on n'apprend pas ça aux gens. Moi, je pense énormément de choses. La sale gueule. Le type qui arrive, quelque part, qui fait la gueule. Mais il fait la gueule parce qu'il veut faire un acte d'autorité. Vous savez, les types qui arrivent quelque part, ils jouent les sérieux. Si on lui dit, attention, la sale gueule que tu es en train de faire, elle va créer un comportement chez celui qui va la regarder. S'il était conscient de ça, il arriverait qu'un sourire. Ce type arriverait qu'un sourire. Il arriverait à dire « Ah bonjour, soyez le bienvenu, je suis heureux de vous voir ». Il changerait d'attitude. Ce qui veut dire que dans la manière de s'occuper de soi, et c'est bien pour ça que pour aimer les autres, il faut commencer par s'aimer soi, de regarder les points sur lesquels on peut agir. Au quotidien, il y a plein de points. Moi, je prends un exemple que le regard, le temps. Le temps. Bon. Quand quelqu'un est en retard, moi aujourd'hui, je dis, c'est qu'il avait quelque chose à faire de plus important que d'être à l'heure avec toi. Ça veut dire que demain, agir dans la relation avec l'autre, ça va, à un moment ou à un autre, faire en sorte qu'ils se disent, si je veux être bien avec l'autre, il faut d'abord que je sois bien vis-à-vis de la montre et respecter mon engagement d'être à l'heure.
Donc pour bien vivre avec soi, il faut bien vivre avec son temps. Bien sûr, bien vivre avec son temps, s'occuper de soi, ne pas se flageller en permanence, et puis travailler sur des choses dont on peut se dire, mais ça, je peux travailler dessus. Mais je prends l'exemple très concret pour aller dans le sens de votre question. Parfois, on se laisse aller aux énervements parce qu'on est pris dans un embouteillage. En fait, si on raisonne, ça ne dépend pas de soi. Ça ne dépend pas du tout de soi. C'est-à-dire, où on est parti en retard, et donc on est tombé dans un embouteillage parce qu'on est parti en retard, ça dépend de soi. Si on est pris dans un embouteillage et qu'on s'était donné une marche suffisante, ça ne dépend plus de nous. Alors c'est de ressort de qui, là, dans ce cas-là? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'est là où il faut accepter, en fait. Vous savez, il y a 4 mots forts dans la vie, à mes yeux. 4 mots forts qui sont, pour moi, essentiels. Et j'ai l'occasion de les écrire et de les faire publier dans la dernière partie de cette année. Je pense qu'il y a aimer écouter dedans, non? Eh bien, en fait, non. Non. Et non, Ah parce bon, que j'ai faux, non, vous n'avez pas faux. Mais ces 4 mots, bien sûr, vont les intégrer. Le premier mot, c'est anticiper. Et c'est un mot mais fondamental à mes yeux. Anticiper. On voit bien, je pense sur les hommes politiques, qui manquent d'un profond engagement d'anticipation. Donc, et je les cite eux, mais beaucoup de chefs d'entreprise aussi, loupent, parce qu'il manque du sentiment d'anticipation. Anticiper, c'est... Avoir une vision. Bien sûr, avoir une vision. Prévoir et préparer. Donc ça englobe, et ça veut dire qu'une mère de famille, en ce moment, a préparé l'entrée en 6e d'un de ses enfants. Donc elle a anticipé. On le met où, qu'est-ce qu'il faut, comment le rhabiller, enfin bref, il y a un certain nombre de choses. Donc anticiper. Premier mot qui peut nous aider à être maître de soi. Le deuxième mot, qui est un mot formidable à mes yeux, c'est le plaisir. La vie, il faut intégrer dans la vie la notion de plaisir, qui est capitale. Le plaisir n'est pas uniquement le plaisir du sexe, le plaisir de la rencontre, le plaisir de l'amitié, le plaisir de l'échange, le plaisir du voyage, le plaisir. Et remettre dans notre société l'idée du plaisir, qui est un des éléments, de mon point de vue, extrêmement profond sur l'humanité. Donc, le plaisir. Et le plaisir, c'est pourquoi se réjouir, c'est qu'est-ce qui va bien, c'est pourquoi est-il heureux, c'est pourquoi ça va bien en ce moment pour lui. Donc c'est vraiment, ça répond à un certain nombre de questions qui entraînent bien sûr ces qualités que vous notiez tout à l'heure, et notamment celle d'écouter. Le plaisir qui entraîne le bonheur? Mais bien sûr, et cette quête permanente, mais pas l'idée je dirais moi l'idée d'Épicure, c'est la sagesse, le bonheur dans la sagesse. Pas le bonheur pour le drame, parce que le bonheur, si on reprend Aristote, si on oublie de canaliser ses passions, on tombe dans l'émotion, on va au drame. On n'est plus au bonheur. Donc le bonheur, mais c'est pas le sien, c'est faire en sorte de savoir comment on peut rayonner, c'est comment développer ce regard positif. Donc cette notion de plaisir qui est capitale à mes yeux. Et une notion d'abandon dans le bonheur également. Bien sûr, bien sûr. De réception, de don, d'abandon et de réception. Le troisième mot. Le troisième mot, la mort. Il faut que nous sachions parler de la mort. Et c'est un mot qui est formidable. Il existe parce qu'il fait partie de la vie. Il est un peu tabou dans nos sociétés. Et bien sûr. Et d'ailleurs, moi, je contribue à lâcher cette idée du tabou parce que, pour reprendre le mot des philosophes, qu'est-ce que vivre, c'est apprendre à mourir. Donc, c'est quelque part, nous savons tous que normalement, dans un monde bien fait, aucun, ni vous ni moi, n'avons demandé à venir sur la Terre. On est venu par amour, on est venu par hasard, on est venu comme ça. Et aucun d'entre nous, si notre monde est bien fait, nous déciderons de notre départ. Et tout à l'heure, vous me posiez la question de savoir sur quoi on décide. Mais voilà une question, à mes yeux, une réponse à cette question. En fait, on ne décide pas de notre arrivée sur Terre et on ne décide pas de notre départ. Qu'on appartienne au christianisme, qu'on vive l'Évangile ou qu'on soit d'une autre culture, n'importe quelle autre culture, qu'elle soit référence à Dieu ou complètement à côté de Dieu, c'est de toute façon un point sur lequel on est en unicité. Je ne suis pas venu par hasard, je suis venu. Mais c'est pas moi qui ai décidé, je repartirai pas par hasard, et c'est pas moi qui en déciderai. Outre les cas de l'euthanasie, bien sûr, et du suicide, qui sont 2 éléments terribles de la vie. Et c'est pour cette raison qu'il faut savoir parler de la mort à mes yeux. Et de notre côté, dans cet espace-temps, on est quand même maître de son destin. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pas antinomique, non? Non, je pense que c'est au contraire. Au contraire. Sénèque dit dans un très joli livre qui s'appelle « De la brièveté de la vie », dit « T'es capable de te battre pour ta vie, pour ton argent, autre, et qu'est-ce que tu fais pour ton temps ? Ton capital temps. Qu'est-ce que t'en fais? Et il dit bien, la vie, il y a 3 moments. Il y a le passé. Le passé, c'est fini, il est révolu. On ne peut plus revenir dessus. On peut revenir dans la pensée. Il y a le futur. Le futur, tu peux anticiper, tu peux prévoir, mais globalement, c'est pas quelque chose sur lequel tu peux intervenir. Vis le temps présent. Et on reprend le joli mot d'Horace.
carpe oram, carpe diem. C'est-à-dire, attrape l'heure, attrape le jour, vis le moment présent. Donc on revient à l'idée du bonheur et du plaisir. Donc la mort, il faut savoir qu'elle existe, puisque on ne peut pas, de mon point de vue, un bon déjeuner avec des amis, ou un bon dîner, une belle fête, à un moment elle va s'arrêter. Et le type qui oublie qu'elle va s'arrêter, il va être malheureux. Et il y a le quatrième mot, c'est le deuil. Et chaque mot a sa signification dans la vie de tous les jours. La mort, c'est la fin. Le type, il a un cerisier, il cueille les cerises, et puis il cueille la dernière. Et puis il n'y en a plus. C'est fini. Le gamin, il part en vacances chez sa grand-mère avec ses cousins et ses cousines. Et puis, le 14 juillet, c'est la fin. Ses parents viennent rechercher tous les enfants. Ils ont eu un moment de bonheur extraordinaire tous ensemble. Et puis, c'est fini. Et si ce gamin n'a pas pris conscience que c'est la mort, donc c'est la fin de ses vacances, il va être malheureux. Il va vivre dans l'émotion négative. Et donc, il sera peut-être agressif, ou il sera pas bien. Et le dernier mot, c'est l'acceptation. C'est le deuil. Et donc, ces 4 mots qui gouvernent la vie, à mes yeux, d'un homme, sont le cycle de la vie. On peut prendre n'importe quoi. Manger une pomme, j'ai envie de manger une pomme, donc j'anticipe parce qu'elle n'est pas là, je vais la chercher. Je prends du plaisir à la mangeant, il n'y en a plus. Et puis comme je sais qu'il n'y en a plus, maintenant il faut que je fasse autre chose. Et on peut prendre, ces 4 mots sont le cycle, et je les ai écrits, et j'ai la chance de pouvoir le faire éditer d'ici la fin de l'année, parce que ces mots sont conducteurs de maîtrise de soi. Sont à mes yeux quelque chose de formidable pour l'équilibre de l'individu. Parce que le vrai problème, là, visiblement, d'après ce que vous dites, c'est qu'on vit ces petites morts au quotidien sans en prendre conscience et sans savoir agir par rapport à ça. Absolument. Le plus bel exemple, c'est dans les soins palliatifs et d'accompagner quelqu'un en fin de vie qui, lui, aide le restant à pouvoir accepter l'idée de rester seul. C'est quand même fabuleux. Il suffit d'être en fin de vie et de voir. C'est quand même fabuleux. C'est-à-dire que c'est le type qui s'en va, qui aide celui qui va rester à vivre. Alors c'est quand même extraordinaire de trouble. Donc je crois qu'il faut pas non plus parler que de la mort. Il faut savoir en parler. Alors il y a un autre aspect très intéressant, je trouve, dans votre travail, c'est comment régler un conflit. C'est vrai que les gens sont systématiquement en conflit, que ce soit au travail ou dans leur vie au quotidien ou à l'extérieur. Comment procéder à un arbitrage? À qui faut-il appeler? Qui peut-il jouer le rôle de médiateur? Comment, à partir d'une situation négative, justement déboucher sur une situation constructive? Tout ça, c'est des questions avec des réponses à la clé. Absolument. Je crois qu'il y a un point de fond, à mon avis, qu'on ne travaille pas assez dans l'enfance, dans l'éducation. C'est l'exemple le plus simple, c'est un gamin qui voit un plat qui arrive et qui dit « c'est pas bon ». Et tous les adultes lui disent « ne dis pas que c'est pas bon, dis que tu n'aimes pas et fais l'effort de goûter ». Cette phrase, elle est capitale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de conflits qui naissent parce que les gens ont oublié, à mes yeux, qu'ils avaient une manière de regarder la réalité. Donc un a priori, quoi. A priori. Et d'ailleurs, Marc Aurèle l'écrit très bien. On est le jouet de nos représentations. C'est-à-dire qu'on a tous des visions, et que ces visions, elles ont un rôle fondamental dans notre manière d'être, parce qu'elles vont dicter notre comportement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont créer des conflits, parce qu'ils vont oublier que l'autre a un point de vue différent du leur. Alors après, s'ils sont en conflit mutuellement, l'idée, c'est de dire, qu'est-ce que je peux faire pour faire un pas de l'autre? Et dire à l'autre, de toute façon, t'as tort, ça va amplifier le conflit, ça ne va rien faire pour le résoudre. Dire à l'autre, et là il y a une bonne question à poser, dire à l'autre, est-ce que tu es d'accord avec moi? C'est comme dans le couple ça. Il y a un moment, il y a un couple qui est en difficulté, un des deux va voir l'autre, il dit, est-ce que tu es d'accord avec moi? Pour dire qu'il y a conflit. Ouais. Et parce que la première réponse c'est oui. Et c'est oui. Et c'est le premier oui qui va être donné après des non. Non, je t'aime plus, non, tu m'agaces, non, tu ne m'écoutes jamais, non. C'est le premier oui. Et donc quand il y a ce oui, c'est le point d'ancrage qui va permettre après d'aller plus loin. Et de poser la question, qu'est-ce que tu comptes faire pour qu'on sorte? Et qu'est-ce que je compte faire, moi, pour sortir de cette situation? Donc sortir le oui après une spirale du non, en fait. Et ce qu'il faut, c'est s'abandonner. Vous disiez très joliment tout à l'heure, c'est un abandon. C'est-à-dire s'oublier pour oser poser cette question. Est-ce que tu es d'accord avec moi que dans cette situation, on est au bout du rouleau, on est en conflit? Alors le vrai problème concernant cette vision-là qu'on a des choses, c'est un prisme particulier. Oui. Et là, dans votre livre, vous faites état de la projection, dites-vous. Hein. Il y a plusieurs états que vous décrivez, l'introversion, l'identification, et puis cette idée de la projection avec des filtres. Hein. Et le tout, c'est justement de laisser tomber ces filtres en fait, qui nous handicapent. Enfin, laisser tomber, de mon point de vue, c'est pas laisser tomber, c'est vivre avec. Je prends un exemple concret. Je reprendrai, tiens, sur le plan politique. Il y a beaucoup de discussions, en fait, pas de discussions politiques, parce que chacun reste sur son point de vue.
L'idée, la force, là on revient à nos amis philosophes de l'Antiquité, les Épictètes, les Marc Aurèle, les Plutarques, mettant en avant l'idée qui consiste à dire, nous on a tous une manière de regarder la réalité. C'est quoi le filtre? Vous disiez, c'est notre culture, c'est notre éducation, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on exècre, c'est ce qui nous agace, c'est ce qu'on adule. Bon, ça, on a tous ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'âge des 7 ans, on qualifie l'âge des 7 ans. On dit bien l'âge de raison. C'est-à-dire que l'enfant, à 7 ans, n'ira pas mettre sa main sur une plaque chauffante, alors qu'à 2 ans, il le fera. Parce qu'il a compris que dans son filtre, c'est une information qu'il a, et après de savoir comment bien gérer les informations qui sont les siennes. Et toute l'idée là sur le filtre, c'est que l'autre en a un. Donc si on oublie que l'autre en a un, il est évident qu'on va créer un conflit. On va se trouver en difficulté. Si on accepte que l'autre ait un point de vue, ça ne veut pas dire qu'on accepte son propre point de vue. C'est toute la force de la communication. Et là, on est une communication profonde, relationnelle. C'est-à-dire que vous et moi, on n'est pas d'accord sur un point particulier. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas discuter. Pourquoi? Parce qu'aucun des deux ne va abandonner son point de vue. Aucun des deux va bousculer l'autre avec son propre point de vue. Les deux vont être en mesure d'écouter l'autre. Et on revient à cette qualité foncière. Écouter. Donc d'accepter. Écouter, c'est quoi? C'est accepter que l'autre ait un point de vue différent du sien. Ça ne veut pas dire qu'on va abandonner son point de vue. Écouter, dites-vous également dans le livre, c'est laisser l'autre s'exprimer, hein. Ouais. Laisser l'autre parler et pouvoir exprimer plusieurs phrases à la suite, ne pas le couper systématiquement dès ses premières réponses, parce que c'est ça qui casse un peu la communication. Hein. Absolument. Vous savez, moi j'ai pris une image qui est toute simple. C'est quand on va dans un concert, tiens, il y a des fêtes de musique et autres, comme on a pu les voir ces jours-ci. Si quelqu'un va dans un concert, ça ne lui plaît pas, qu'est-ce qu'il fait? Il part. Il a le droit de partir, on est quand même des gens libres. Il part, et il part. C'est exactement pareil pour la communication. Si quelqu'un n'a plus envie d'écouter, il peut dire à l'autre, écoute, ben, j'ai plus envie d'écouter. C'est dur ce que je dis, mais il a le droit. En revanche, à partir du moment où il montre de l'intérêt à l'autre et qu'il veut l'écouter jusqu'au bout, il va faire en sorte de le laisser venir jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, là on est encore dans la maîtrise de soi, parce qu'il y a des phrases qui sont très claires, qui nous montrent bien que l'autre a fini. Quand quelqu'un, par exemple, nous dit dans une conversation, voilà, j'en ai terminé, je t'ai dit l'essentiel, j'en ai fini, ce qui veut dire qu'on a su, nous, l'écouter jusqu'au bout. Et la difficulté, c'est que, et d'ailleurs on voit bien la structure, dans la langue latine ou dans la langue allemande, par rapport à la langue française, le verbe est placé à la fin. Ce qui veut dire, je ne dis pas que les Allemands vont écouter davantage que les Français, mais que parfois, pour comprendre le sens de la phrase, à mes yeux... On est obligé d'attendre le dernier mot, quoi. Et c'est ça l'idée, l'accueil de l'écoute, c'est d'attendre l'autre jusqu'à sa dernière note. C'est-à-dire que c'est l'harmonie de l'échange. Ouais. Alors je vous écoute, moi, passionnément depuis une quarantaine de minutes, et c'est vrai que vous parlez, vous, beaucoup par analogie. Hein. C'est peut-être ça, en fait, le secret de la communication. C'est de pouvoir employer des images à tout moment pour que le discours soit le plus parlant possible. C'est juste. Vous le faites très bien, la qualité de l'écoute aussi. J'ai juste. Je crois que, sans tomber dans le simplisme, de mon point de vue, la chose la plus difficile aujourd'hui, c'est de parler de choses complexes avec des mots simples. Et le plus bel éclairage qu'on peut donner à mes yeux, c'est d'écouter quelqu'un qui parle avec des mots compliqués. Et la vraie question, c'est pourquoi parle-t-il comme ça? Et que c'est la beauté de la communication, c'est de se faire comprendre. Bon, donc à partir du moment où les gens ont le désir de se faire comprendre, ils ont tout intérêt à utiliser des mots simples. Eh bien, dans l'échange, l'analogie est une faculté, à mes yeux, pour faire comprendre ce qu'on veut dire. Et quand l'homme a compris, le but c'est qu'il comprenne. Alors, pour certains, ce sont des choses, et avec des mots, pour les autres, c'est des analogies. Globalement, c'est que le message passe. Je ne suis pas sûr, j'en prendrai encore un exemple, je ne suis pas sûr que cette affaire du 29 mai ait été par nos hommes publics bien expliquée. Le choix du président de la République de faire la procédure référendaire est son choix. Mais la communication autour de ce projet constitutionnel, si elle avait été meilleure, peut-être que le résultat eût été différent. L'Église, pareil. Alors vous coachez des patrons, vous coachez également des employés, des ouvriers, hein, puisque tout type de personnes vient vous voir. Vous allez coacher les politiques aussi, ça vous intéresse? J'ai le sentiment d'aimer le sens politique. J'ai rencontré un certain nombre d'hommes publics, à tous les niveaux d'ailleurs, de la République. Et la difficulté pour eux, à mes yeux, c'est qu'un homme politique
j'ai le sentiment qu'il sait. Et quand quelqu'un sait, il aura du mal à écouter le point de vue de quelqu'un qui peut lui être utile. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les hommes politiques qui acceptent de se faire coacher, selon moi, on peut les compter sur les doigts de la main. Ils ont des gourous, ils ont des flatteurs, ils ont des flagorneurs. T'as été génial, l'émission, super, oh, continue comme ça. Mais c'est pas ça. Il n'y a pas de remise en question possible. Du tout. Et l'écart qui existe aujourd'hui dans le monde, quand on le voit, cet écart fabuleux entre l'élite politique et la France, ben c'est que ça vient de ça. C'est qu'à force de flatter quelqu'un, ce type n'est plus dans le courant. Je vais citer aucun nom parce que ça ne va pas être désagréable. Donc il n'est plus dans le courant. Et c'est vrai, il y a des cursus entiers. Si aujourd'hui, à 25 ans, on a fait une très grande école, on sort d'un plus grand corps de la République française, et on est attaché à un cabinet le plus prestigieux qui soit, comment on connaît la réalité? Comment on la connaît? On fonctionne sur des moquettes comme ça, on est dans des voitures, je ne vais pas citer les marques. Comment on connaît la réalité? Et si un jour quelqu'un ose nous dire, écoute, là je t'ai pas trouvé bon, c'est pas forcément sûr que la personne dise, tu vas continuer de m'aider. Et les évêques, alors, acceptent-ils justement cette remise en question? Bon, moi, d'abord, il faut que les choses soient claires. Robert Le Gall, j'ai une très grande affection pour lui, c'est un de mes amis. Celui qui a été interviewé voilà. dans le reportage. Je l'ai connu. L'évêque de Mende. Il est évêque de Mende. Le pape Jean-Paul II a été le chercher. Il était abbé. Il est rentré tout jeune, à 18 ans, à l'abbaye de Kergonan, qui dépend, était de l'ensemble de l'abbaye de Solesmes. Et il a été nommé, consacré évêque par le Saint-Père Jean-Paul II. Et un parcours hors du commun, en fait. Hors du commun. Hors du commun. Et il se trouve que... Pourquoi j'ai connu cette abbaye? C'est que j'ai un de mes amis intimes, avec qui on travaillait tous les deux dans une entreprise au début de notre activité professionnelle, qui m'a dit un jour, Benoît, j'arrête, je démissionne. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et il me dit, je rentre chez les bénédictins. Et aujourd'hui, ce garçon qui s'appelle Don Philippe Piron, qui est le successeur de Monseigneur Le Gall. Donc, connaissant bien Monseigneur Le Gall et connaissant bien Philippe Piron, qui est abbé de Sainte-Anne de Kergonan, c'est vrai que j'ai pu rencontrer un certain nombre de personnes. Donc, il y a l'aspect de Monseigneur Le Gall, l'ami intime, et puis après, il y a les évêques. Et là, Monseigneur Le Gall a pris l'initiative, notamment sur les évêques de la province, sous la responsabilité de Monseigneur Thomazeau, l'archevêque de Montpellier, de réunir et de passer une journée avec eux pour les entraîner sur ce couple être et communiquer. Alors il a dit un très joli mot, parce qu'il ne savait pas à quelle sauce allait-il être mangé. Moi je le fais plus en termes de mission, d'engagement personnel. Ils le savent d'ailleurs, ils le savent très bien. Et j'ai eu le sentiment... En gros, vous n'avez pas facturé, quoi. Absolument. C'est bien que vous le disiez. C'est bien parce que je crois que c'est important. C'est important. Et il faut savoir que ça a un prix. Et c'est bien que vous l'ayez dit. Moi, je l'avais dit à ma manière. Pour m'y entrer, je l'ai fait moi au titre de la mission. Alors, on ne peut pas faire ça tout le temps. Vous dites que ça a un prix, mais par exemple, pour les gens qui nous regardent, ou même les chefs d'entreprise qui veulent organiser ça dans l'entreprise, ça coûte combien une journée, par exemple, avec vous? Alors, j'imagine qu'il y a différentes modalités. Ça dépend des formules que l'on prend. Mais en règle générale, vous facturez. Je vais le faire en termes de groupe. Un entraînement qui va durer 6 à 7 mois, à raison de 1 journée par mois. En gros, il y a 7 journées. Sur la manière de travailler sur un groupe de 8 personnes, comité de direction générale, aujourd'hui, c'est 29 000 €, hors taxe. C'est uniquement le travail fait avec un groupe de 5-6 sur la manière de s'élever, de travailler. Le lieu, tout à l'heure, dans le reportage, c'est pas moi qui ai choisi le Pré-Catelan. C'est mon client. Donc c'est la partie. Donc ça a un prix. Ouais. Alors, ce prix, il existe, il n'est pas fait par hasard. Pas fait par hasard, ça veut dire on est dans un marché libéral. Ouais. Et d'ailleurs, moi, j'ai beaucoup plus de gens qui m'appellent que prendre mon téléphone pour appeler les gens en disant tiens, j'aimerais travailler avec vous. Ce qui est un signe également. Oui, c'est bien sûr. Donc vous avez des méthodes qui marchent avec des effets congrès. C'est plus des méthodes, c'est des attitudes. Une philosophie de vie, quoi. Et ça marche. Et les gens, c'est bon, que quelqu'un dit tu voudrais être heureux? Oui. Et t'as tout en toi. Ça, on le connaît, c'est le message de Socrate. Maintenant, comment tu peux faire pour trouver en toi ce qui est bien? Il y a quelqu'un qui va t'aider à ça, qui n'est ni médecin, ni analyste, qui est un homme de communication, qui va travailler sur des choses simples, avec des éléments concrets,
pragmatique. Et avec cette philosophie de base que vous avez nommée, qui est capitale, c'est comment savoir porter un regard positif sur la vie, c'est-à-dire sur soi, sur l'environnement, sur les autres. Oui, et comment changer avec ce terme, hein, agir qui est le moteur du comportement. Agir sur ce qui dépend de toi. Et bah, c'est vrai, attendez, prenons un cas concret. Regardez le nombre de gens qui parlent et qui n'agissent pas. Le but, c'est agir. Alors, prenons un cas concret. Quelqu'un qui, par exemple, n'est pas très lié au temps et qui, un jour, prend conscience qu'il pourrait faire un effort sur le temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, bon, bah, maintenant, et je prends un cas concret d'entreprise, ma réunion, je la commencerai à l'heure et je la finirai toujours à l'heure. Ça va lui demander un effort considérable. Mais ça va lui demander aussi un effort de communication et de communion, puisqu'il va falloir qu'il aide les gens qui participent à cette réunion d'arriver également à l'heure. Et la force qu'il aura, c'est s'il y a des gens qui sont en retard, il commencera la réunion à l'heure. Et il y a un mot qu'on n'a pas évoqué depuis le début de notre échange, qui est foncier dans tout ce qu'on fait, c'est le mot d'exemplarité. Il y a un très joli mot de Marc Aurèle qui dit « Ne me dis pas que tu es philosophe, montre-le-moi ». En fait, sous couvert de cet entraînement, il y a le mot d'exemplarité qui est en permanence non dit. Et si on veut marquer, si on veut entraîner, si on veut favoriser une communication, si on veut développer une communication, il faut quelque part être exemplaire, ne jamais en parler, vivre dans son comportement pour le faire. C'est difficile. Être exemplaire, c'est également appliquer ces 4 vertus cardinales que sont la prudence, la justice, la force, et également la tempérance que nos évêques connaissent bien. Je pense que c'est vrai. Pour créer des liens, il faut vivre d'une certaine mesure où comme l'être est unique. La relation est difficile avec quelqu'un qui est unique. Parce que si les gens étaient tous pareils, c'est relativement facile. Donc il faut bien de la tempérance, incontestablement. Il faut donc à un moment, avec certains, avoir un langage qui soit plus difficile, plus dur. C'est pour ça qu'on n'est pas dans la méthode. On est dans l'être. Il va falloir un langage plus difficile, alors qu'à d'autres moments, il va falloir un langage plus souple. Tiens, je prendrai un cas difficile, c'est les médecins, ils annoncent d'un drame lié à une maladie. Il y a des médecins qui ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils disent, ouais, de toute façon, vous avez un cancer, vous êtes foutus. Je ne veux pas être désagréable. Ils ne savent pas faire. Parce qu'ils sont pris dans l'émotion. Et ils savent, alors après, leur mission, c'est de guérir, c'est de faire le maximum. Mais parfois, ils prennent de plein fouet. Ils le savent bien, ils prennent de plein fouet. Quand ils découvrent qu'un type a une leucémie foudroyante et qu'ils savent que ce type ne va pas vivre, s'ils ne prennent pas suffisamment de recul, ils prennent presque un échec pour eux. Parce qu'ils disent, moi, je ne peux pas savoir faire. Donc c'est dramatique. Et le recul, ce serait justement de voir comment on peut faire en sorte que ces derniers moments vont se passer le mieux. Aujourd'hui, ça se fait d'ailleurs très très bien. Très très bien. Donc il faut de la tempérance, il faut aussi de la force, de la conviction et de la prudence, incontestablement. Ah, il nous reste 3 minutes. J'aimerais qu'on revienne également sur cette formule que vous donnez à la fin de votre livre, car c'en est une. Vous dites il faut instituer un rendez-vous de 12 minutes chaque jour par personne. En fait, c'est le secret de la réussite. Ça permet à la fois de faire le point sur la journée qui s'est passée, qui s'est écoulée, et également de prévoir, d'anticiper, pour employer un mot que vous utilisez tout à l'heure. C'est ce que moi j'appelle le rendez-vous avec soi-même. C'est-à-dire que vous et moi, on donne beaucoup de rendez-vous aux gens. Des dîners, des déjeuners, des rendez-vous. On sait faire ça. Et toute l'idée, c'est de s'octroyer un rendez-vous avec soi. Et d'ailleurs, là, je trouve que la femme a une force par rapport à l'homme. Une femme peut avoir 2, 3 enfants dans les pattes. Elle peut quasiment tourner dans la cuisine une sauce qu'elle est en train de faire, et elle peut avoir un bouquin. Et ça, c'est une force remarquable. Remarquable. Que nous, on ne sait pas très bien faire les hommes. Et ce rendez-vous avec soi, c'est pouvoir... En fait, c'est l'idée de se dire... Il y a 3 messages. Le premier, c'est d'être seul avec soi. Comme un gamin a besoin d'être seul. Il faut le lâcher, donc il faut être seul. Et la solitude, c'est ce qu'on appelle la solitude désirée, par rapport à cette solitude du monde d'aujourd'hui. Donc, être seul avec soi pour se dire, tiens, qu'est-ce qui était bien hier? Et pour pouvoir se servir de ce qui était bien, pour pouvoir le transformer aujourd'hui. Deuxième question, qu'est-ce que je suis content de faire aujourd'hui? Et c'est comme ça qu'on va passer, par exemple, un coup de téléphone à une amie en disant, tiens, je t'appelle, bon anniversaire. Plutôt que de lui dire 4 jours après, ah, j'ai pensé à toi l'autre jour. Et puis, troisième question, à travers tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cela? Et c'est ce regard, et c'est comme ça qu'on va travailler sur son agenda. Moi, je dis 12 minutes parce que c'est un 5e d'heure, et c'est quelque chose qui peut nous aider beaucoup à reprendre du temps. C'est phénoménal. Et donc, c'est prendre du temps pour soi. C'est pour ça que moi, je dis aux gens, allez vous promener. Je raconte cette anecdote, et j'ai encore quelques instants pour dire... Allez-y. Un jour, je fais un entraînement avec un dirigeant que je nommerai pas. On le fait dans un lieu très très beau. À la fin du déjeuner, je lui dis, je vous propose, on va aller se promener. Donc il quitte la table.
sort et on marche. Dans un cadre magnifique. On marche bien une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, on rentre et on redémarre l'entraînement. Et là, je lui pose une question. Et je lui dis, dites-moi, qu'est-ce qui vous a le plus plu ce matin? Il me regarde dans les yeux et me dit, ce qui m'a le plus plu ce matin, c'est la promenade qu'on a faite. Je ne sais pas faire ça. Je ne m'octroie jamais ce temps-là. Et il dit, maintenant, je vais m'en inspirer pour faire en sorte que mes collaborateurs fassent la même chose. C'est-à-dire s'octroyer un temps pour soi. Et c'est un des points formidables. C'est aussi un des points qui peut nous aider à regarder la vie autrement. La regarder davantage en positif. Ça, c'est super. Je suis idiot, je me suis battu pour cette affaire-là, ça n'a aucun sens. Donc c'est aussi se réapprendre à se gouverner soi-même. C'est un des points importants. Ouais. Dans cette quête d'idéal, il y a aussi ce mot foi oui. qui est central et qui constitue finalement la base de votre discours. Absolument. La foi déclinable sous de multiples sens. De multiples sens, de multiples manières. Je crois que quand quelqu'un est convaincu de quelque chose, qu'il y croit, eh bien, il va être porteur d'un message. Et je prendrais aussi bien un homme d'église qu'un chef d'entreprise ou un vendeur. Quand un vendeur est confiant dans le produit qu'il propose, il est évident qu'il saura le vendre. Un chef d'entreprise est confiant sur une stratégie, il est évident qu'il saura communiquer dessus. Et un évêque est confiant sur l'idée de la bonne nouvelle, il va utiliser les bons mots, les bonnes attitudes pour que les autres soient porteurs de cette bonne nouvelle. Ça, c'est un point important à mes yeux. Bah écoutez, merci infiniment Benoît David d'avoir été notre invité aujourd'hui sur KTO Magazine et nous avoir fait l'honneur de venir participer à cette émission. Merci infiniment à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées de Benoît David sur notre site internet www.ktotv.com. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau numéro de KTO Magazine.